Vraiment? C'est là pour avoir de la place. Tu vois la pomme, elle fait comment? Merci beaucoup Pascal Balmand, secrétaire général de l'enseignement catholique et administrateur de la FNOJEC, d'avoir donné le ton de cette journée. Alors pour nous aider à bien baliser notre réflexion, je vous propose maintenant d'accueillir Michel Klopfer, qui me rejoint sur scène. Bonjour. Non, vous venez à mes côtés. Bonjour Michel Klopfer. Merci beaucoup d'être là parmi nous. Vous êtes spécialiste des finances publiques et en particulier des finances locales. Vous avez créé un cabinet qui porte votre nom, le cabinet Michel Klopfer, qui met régulièrement son expertise au service des collectivités territoriales et du Parlement. Alors, si la FNOJEC vous a invité aujourd'hui pour cette journée gestion, c'est bien sûr parce que la santé financière des établissements dépend dans une large mesure des financements publics, autrement dit parce que la santé des écoles dépend aussi de la santé financière des collectivités territoriales. Et avec vous, précisément, nous allons prendre le pouls de ces finances publiques à la lumière du budget 2016. Je précise qu'à l'issue de votre présentation, un micro circulera dans le public pour permettre à ce public précisément de vous poser quelques questions. La parole est à vous. Merci, mesdames, messieurs. J'avais au départ prévu de faire la présentation sur mon propre ordinateur. Ça m'aurait permis de vous mettre aussi dans l'ambiance parce que j'ai un fond d'écran qui représente un paysage du Spitzberg, donc c'était pour expliquer comme quoi nous entrons dans une période de glaciation des finances locales, mais je me plie évidemment au fait que nous travaillons sur... Alors j'ai ce petit boîtier, on m'a dit qu'il fallait que j'appuie sur le bouton vert pour accéder à la présentation. Voilà, ça a l'air de marcher. Donc voilà, pas de fond d'écran, et je vous ai donc préparé un texte assez long. Je ne suis pas certain qu'on aura la possibilité de tout projeter, mais je crois qu'il vous sera remis, ou je ne sais pas si c'est sous format papier ou sur le site de la FNOJEC, de manière à ce que vous puissiez avoir l'ensemble des éléments qui ont été actualisés donc extrêmement récemment. Je vais tout d'abord brièvement me présenter. Donc, nous sommes un cabinet de conseil et de formation qui ne travaillons que pour les collectivités locales et les services de l'État. J'ai créé donc ce cabinet il y a maintenant 26 ans. Nous sommes indépendants de tout groupe industriel, commercial ou financier. Nous sommes le capital appartient aux salariés. Nous sommes évidemment indépendants sur le plan politique et donc nous avons travaillé à ce jour pour un peu plus de 800 collectivités différentes, à peu près 5000 missions. Nous animons parfois des séances de formation pour les chambres régionales des comptes et pour la Cour des comptes. J'étais parvenu, à défaut de sensibiliser les ministères, j'étais parvenu à sensibiliser la Cour des comptes dès 2007 sur les risques des produits d'emprunt structurés, entendez en francs suisses, qu'on appelle plus volontiers aujourd'hui toxiques, depuis qu'en 2008, à l'occasion d'un certain nombre d'audits départementaux et communaux, ils ont été médiatisés. Et puis nous avons également réalisé des études pour le Sénat qui s'est inquiété et s'inquiète toujours de l'impact de la chute des dotations sur les comptes des collectivités locales et d'une possible réforme de la DGF, comme je n'utilise pas de sigle avec vous. Donc la DGF, c'est la dotation globale de fonctionnement, c'est la plus grosse recette qui est versée par l'État à l'ensemble des collectivités locales. Voilà, donc je vais commencer par quelques éléments de contexte des finances publiques. Alors, ça fait maintenant un tiers de siècle que nous sommes sous l'empire de la loi de décentralisation, la fameuse loi Defferre de 1982. Il faut savoir qu'avant cette loi, ça n'était pas les exécutifs locaux qui avaient véritablement la main sur leur budget, c'était les préfets. Aujourd'hui, ce sont bien évidemment les exécutifs des communes, des communautés, des départements, des régions qui ont ces pleins pouvoirs. Quand je dis ces pleins pouvoirs, ça veut dire qu'ils n'ont comme contrainte que de ne pas faire autre chose que d'assurer de l'intérêt public, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se substituer à l'initiative privée, sauf si elle est défaillante,
Entendez que dans un village, vous pouvez créer une boulangerie. Évidemment, dans une collectivité plus importante, le problème ne se posera pas. Mais qu'il n'y a pas aujourd'hui de tutelle préfectorale autre que de contrôle budgétaire sur les comptes des collectivités locales. Il y en a d'ailleurs d'autant moins en ce moment, je vous précise, que comme le ministère de l'Intérieur recrute des policiers, il a plutôt tendance à se désengager sur ses autres fonctions, et en particulier les services préfectoraux qui contrôlent les comptes des collectivités locales. Alors, on ne va pas passer tout en revue, puisqu'il y a 66 pages. Simplement, quelques éléments de réflexion. Il n'y a pas de risque de faillite, au sens que la presse donne parfois à ce terme. Lorsque nous avions fait l'audit du département de Seine-Saint-Denis en 2008, ou plus récemment, donc c'était à l'époque pour Claude Barthelone, ou plus récemment l'audit du département du Nord pour Jean-René Le Cerf, donc il y a maintenant un peu moins d'un an, c'est toujours des questions qui sont posées par la presse lorsqu'on montre des situations financières difficiles. Donc la faillite n'existe pas, au sens que l'on donne à ce terme dans le jargon, si vous voulez, des tribunaux de commerce. On ne peut pas imaginer qu'un huissier vienne demain saisir le bureau d'un maire ou d'un président. Les biens publics ne sont pas saisissables, contrairement à ce qui a pu se passer aux États-Unis quand la ville de Detroit s'est placée sous la protection du régime américain, ce qu'on appelle le chapitre 11 du régime des faillites. Donc la ville de Detroit a été amenée à vendre des pièces de son musée. Ça, c'est pas possible dans le monde local. En revanche, il peut y avoir, donc on m'a dit qu'il n'y avait pas de pointeur laser, donc on va regarder autour de 91. C'est des événements assez anciens, 25 ans, mais c'est des événements qui peuvent se reproduire. Il y a eu une émergence des cas de surendettement de collectivités au début des années 90. Ça s'est produit à Angoulême, ça s'est produit à Briançon, et ça s'est produit à peine moindre degré dans un certain nombre de grandes villes et de moyennes villes, en particulier dans le Midi, pas uniquement, mais pour bien fixer les idées, retenez que dans les régions PACA et Languedoc-Roussillon, enfin je parle des noms de l'ancienne région, en dehors de Montpellier, d'Aix-en-Provence et de quelques villes côtières qui ont un casino, toutes les grandes et moyennes villes de ces régions, donc ça en fait quand même pas mal de monde, ont été mises sous tutelle par les banques. Pas par l'État, mais par les banques, puisque les élus ont évidemment, comme chacun le sait, une responsabilité vis-à-vis de leurs électeurs, ils ont une responsabilité vis-à-vis de l'État pour le contrôle de l'égalité, mais à partir du moment où ils empruntent, eh bien, ils sont soumis au bon vouloir de leur bailleur de fonds. C'est précisément ce qui s'est passé à cette époque, et donc les collectivités se sont retrouvées à un moment donné dans une situation, d'ailleurs, où c'était médiatisé, et on parlait des risques de surendettement des communes. Bon. Ça a conduit donc les élus de cette époque à augmenter violemment les taux d'imposition. Il faut savoir qu'au début des années 90, les taux de la fiscalité locale, ce qu'on appelle les 4 vieilles, c'est-à-dire la taxe d'habitation, les 2 taxes foncières et la taxe professionnelle, qui n'existe plus aujourd'hui, étaient relativement bas. Donc ils ont été relevés. Ah, magnifique. Et ben voilà, donc c'était ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc, ont été relevés très fortement, mais les élus de la deuxième moitié des années 2010 n'auront pas ces mêmes marges de manœuvre décisionnelles, parce que, d'une part, les taux de la fiscalité locale sont aujourd'hui beaucoup plus élevés, on verra des chiffres tout à l'heure, et d'autre part, et surtout, les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, ont réduit les marges de manœuvre des collectivités, c'est-à-dire ont réduit les bases de la fiscalité locale, par exemple, en supprimant la vignette des départements en 2000, en supprimant les droits de mutation des régions à peu près vers la même époque, en supprimant la taxe d'habitation des régions aussi au début des années 2000, puis en réduisant les bases de la taxe professionnelle dans les années 2002-2003 en enlevant les salaires, en plafonnant ces bases en 2007, puis en supprimant purement et simplement la taxe professionnelle en 2010, et plus récemment, en enlevant la taxe d'habitation des départements et en enlevant l'ensemble des impôts des régions qui aujourd'hui n'ont plus que les cartes grises. Donc les élus, évidemment, n'ont plus aujourd'hui comme marge d'action que d'essayer de peser sur leurs dépenses de fonctionnement dans un contexte qui est évidemment beaucoup plus difficile, et c'est ce que je voulais ici vous montrer. Donc le dernier élément, c'est la baisse des dotations d'État de 12,5 milliards d'euros, qui donc s'étend sur les années 2014 à 2017. Alors, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de faillite, mais il faut bien comprendre que les comptes des collectivités ne s'apprécient pas de la même manière que les comptes de l'État. Alors d'abord, je ne vais évidemment pas comparer les comptes des collectivités à ceux d'une entreprise, ça n'est pas la même finalité. En revanche, il est tout à fait légitime
de les comparer à l'État, dans la mesure où il y a au compte du Trésor, dans la mesure où il y a, bien sûr, on est à l'intérieur d'un ensemble qui s'appelle finances publiques. Deux différences significatives. Première différence, en haut de la page, le budget de l'État est en déficit au premier euro d'emprunt. Ça fait maintenant 43 ans que l'État n'est pas en mesure d'équilibrer son budget. La dernière fois, c'était sous Georges Pompidou, en 1973. Il n'y a que le montant du déficit qui change, mais on est dans une situation de déficit permanent. Et les élus considèrent, et ils ont raison de le considérer, que leurs budgets sont équilibrés. C'est qu'on ne raisonne pas de la même manière. Dans le monde local, l'emprunt est une recette d'équilibre, presque comme les autres. Tout est dans le presque, bien sûr. Quand on voit cette partie haute de la page, on a l'impression que c'est plus laxiste la gestion locale que la gestion nationale. Ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'on va maintenant regarder le bas de la page. Dans le bas de la page, il faut bien comprendre qu'un budget local peut être mis en déséquilibre budgétaire, donc par le préfet, s'il fait son travail, il ne le fait pas forcément toujours, dans deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si la section de fonctionnement, c'est-à-dire les opérations courantes, qu'est-ce que j'appelle les opérations courantes? Eh bien, en recette, c'est les impôts, les dotations, les remboursements des sociaux et quelques recettes de poche de tarifs publics, bien sûr, tarifs de transport par exemple. Et puis en dépenses, c'est le personnel, les dépenses sociales très importantes pour les départements et à moindre degré pour les communes, les transferts vers les tiers, en particulier évidemment les dotations au collège ou au lycée pour les départements et les régions, pour parler d'un sujet qui évidemment vous tient à cœur, et puis les frais financiers et des subventions de fonctionnement. La section de fonctionnement doit être en équilibre et même en suréquilibre, puisqu'il faut prendre en compte des dotations aux amortissements qui sont, je dirais, la même chose que ce que vous constatez lorsque vous utilisez votre voiture pour les besoins de votre employeur, et vous n'admettriez pas qu'on vous rembourse uniquement le prix de l'essence, donc vous demandez évidemment quelque chose qui ressemble à un amortissement. Deuxième contrainte, on ne peut pas rembourser de la dette avec de la dette. Donc ce sont des principes de bon sens. On a l'impression comme ça, en parlant, que tout le monde fait ça. Eh bien, l'État, lui, ne le fait pas. Vous avez ici le budget 2016 de l'État, c'est-à-dire celui qui est en cours d'exécution. Vous avez ici, en haut, la section de fonctionnement d'État, donc je suis très content, monsieur, d'avoir votre pointeur laser. En bas, la section d'investissement de l'État. Vous voyez que la section de fonctionnement est en déficit de 54 milliards d'euros. Ça veut dire qu'à hauteur de 54 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près la moitié des dépenses, un peu moins de la moitié des dépenses de personnel de l'État, eh bien, les dépenses de personnel sont financées par l'emprunt. Et en section d'investissement, vous voyez qu'on retrouve évidemment les 54 milliards comme dépenses d'investissement, il faut bien les retrouver quelque part. L'État a prévu en 2016 de lever 187 milliards d'emprunts pour rembourser 127 milliards d'emprunts anciens, prendre en charge le déficit de fonctionnement et réaliser pour tout potage 17 milliards d'investissements, c'est-à-dire à peu près 10 fois moins que ce qu'il emprunte. C'est quelque chose qui n'est pas une critique contre le gouvernement Valls. On aurait été à l'époque du gouvernement Fillon ou de ses prédécesseurs, je vous aurais donné les mêmes chiffres, à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. C'est quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années et qui, évidemment, montre bien. Et lorsque j'en parle devant les élus, je leur dis, eh bien, quelle que soit la volonté que l'on peut avoir de faire, je pense que tout le monde connaît ce contexte, ce terme, même s'il est économique, de faire de la relance keynésienne, c'est-à-dire de faire de l'investissement, et pas uniquement pour faire des giratoires, eh bien, vous n'avez pas les mêmes moyens que l'État. Vous ne fabriquez pas du papier-monnaie. C'est déjà l'État lui-même, vous le savez, est contraint par Bruxelles pour ce faire. Mais en tout cas, c'est une des très grandes différences. Je vous ai dit que les comptes de l'État et les comptes des collectivités ne s'appréciaient pas de la même manière. Eh bien, le graphique précédent, le tableau précédent, pardonnez-moi, c'était les comptes de l'État présentés comme des comptes d'une collectivité locale, avec déficit de fonctionnement. Celui-là, c'est l'inverse. C'est les comptes de l'ensemble de la sphère publique présentés à la sauce État, c'est-à-dire suivant les critères de Maastricht. Les critères de Maastricht, c'est un pourcentage de déficit par rapport au produit intérieur brut. Le produit intérieur brut de la Maison France, c'est à peu près un peu plus de 2000 milliards d'euros, donc 1%, c'est 20 milliards, un peu plus. Quand vous êtes sur le zéro ici, ça veut dire que votre dette reste constante. C'est-à-dire que vous terminez l'année au 31 décembre avec autant de stock de dette que vous l'avez commencé au 1er janvier. Quand vous êtes en dessous du zéro, donc je vous ai dit que pour l'État, il faudrait sortir du Palais des Congrès pour arriver en 1973 et se retrouver au-dessus du zéro. Ça, c'est la courbe État plus Sécurité sociale et quelques satellites. Ça, c'est la courbe des collectivités locales. On est à nouveau à l'équilibre en 2015. J'aurais dû rajouter le chiffre. Pendant 8 années, on a été légèrement au-dessus de l'équilibre. On est maintenant en dessous de l'équilibre. Mais évidemment, et proportionnellement, les collectivités sont proportionnellement moins endettées que l'État. Il n'en reste pas moins.
qu'elles sont tenues par l'État à un certain nombre de contraintes. La première, évidemment, c'est qu'on les prive de dotation, puisqu'elles représentent à peu près 20% du budget de l'État. Donc essayer du côté du Trésor, de faire des économies en mettant en boîte noire 20% de votre budget, c'est évidemment impossible. Et la deuxième, c'est que l'État est également redevable vis-à-vis de Bruxelles et des marchés financiers de la dette du secteur public local, même si elle est moins élevée que la sienne. Donc les collectivités sont évidemment coincées des deux côtés. Ça va être intéressant d'ailleurs, dans 3 semaines, maintenant, donc le 2 juin, le président de la République a annoncé sa présence personnelle au Congrès des maires, qui normalement a lieu chaque année en novembre, mais qui l'année dernière a été reporté parce que ça se passait juste après les attentats, donc il était dangereux de réunir plusieurs milliers de personnes au palais au parc des expositions. Il a annoncé sa présence personnelle, donc tout le monde espère qu'il ne viendra pas les mains vides. Hein, on ne sait jamais, à moins d'1 an de l'élection présidentielle, de ce qui peut se passer. Mais évidemment, sur les comptes de l'État, il est peu évident qu'il y ait des marges de manœuvre. Vous avez ici la situation de l'État en déficit budgétaire 2015 et prévu 2016. À l'intérieur de l'ensemble des pays de la zone euro. Donc vous voyez qu'il n'y a que la Grèce et l'Espagne qui sont derrière nous en matière de déficit budgétaire. Donc ça laisse évidemment peu de marge de manœuvre. Mais on ne sait jamais. Ça, c'est le deuxième indicateur de Maastricht. C'est le poids de la dette publique par rapport, donc un stock rapporté à un flux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dette publique représente à peu près 1 an de PIB, pratiquement 2 000 milliards d'euros, si vous préférez, 30 000 euros par Français, nourrissons et grabataires compris. Donc voilà à peu près la dette publique en France. Vous voyez que la part des collectivités qui est en rouge ici est moins importante, beaucoup moins. Ils ne font que 8% de la dette publique. Mais encore une fois, ce ne sont pas elles qui définissent les règles du jeu qui s'appliquent à elles. Vous avez ici un graphique que les élus aiment bien présenter, donc je le fais aussi. C'est la part des investissements qui sont réalisés publics, qui sont réalisés par le local. Vous voyez que ça représente à peu près 58%. C'est un graphique qu'on suit depuis à peu près une soixantaine d'années, enfin pas nous, mais que l'INSEE suit. On est aujourd'hui à peu près à 57 ou 58% d'investissements locaux dans les investissements publics totaux, en comptant les investissements civils et militaires. Hein. On peut prendre ce graphique de différentes manières pour être parfaitement objectif. On peut dire que d'un certain côté, l'État prive les collectivités de concours alors qu'elles pourraient investir. Et d'un autre côté, on peut aussi dire qu'il souhaite peut-être réserver ces possibilités aux investissements privés qui, eux, représentent 16% du PIB, alors que les investissements publics n'en représentent que 4%. Donc je laisse chacun, évidemment, se faire, je ne vais pas dire sa propre religion, mais en tout cas sa propre analyse du schéma. Vous avez ici quelques éléments sur les compétences. Il faut savoir qu'il n'y a aujourd'hui plus que les communes qui ont une clause de compétence générale. Je rappelle que la clause de compétence générale, ça veut dire on fait tout ce qu'on veut, sauf se substituer à l'initiative privée lorsqu'elle n'est pas défaillante. Et pour le reste, les collectivités ne peuvent faire que ce qui leur est spécialement attribué, surtout pour les structures intercommunales, qui sont des structures à qui on délègue des compétences. Donc de toute façon, elles ont un principe de spécialité et d'exclusivité. On ne peut faire que ce que l'on vous a délégué. Et celui qui vous a délégué quelque chose ne peut plus le faire à partir du moment, hein, comme on dit, donner ses données, reprendre ses volets. Les départements et les régions avaient des clauses de compétence générale. Elles sont en train de les perdre, après les avoir une première fois perdues avec la loi de réforme des collectivités territoriales en 2010, après les avoir récupérées en 2014, elles les sont à nouveau perdues, avec quelques dérogations assez importantes, la culture, le sport, le tourisme, sur lesquels les départements peuvent encore faire un certain nombre de choses. Vous avez ici les catégories de structures intercommunales, qui sont maintenant assez nombreuses. Il faut savoir qu'il y a 36 000 communes en France, et qu'il y a encore aujourd'hui un peu plus de 2000 structures intercommunales, mais c'est en voie de réduction rapide, parce qu'en ce moment, très récemment, les préfets dans tous les départements ont établi des schémas départementaux de coopération intercommunale en imposant plus ou moins les choses aux élus et pour réduire drastiquement le nombre de communautés. Pour prendre un exemple, si vous voulez, sur des départements ruraux et qui sont relativement peu denses, dans un département comme la Creuse, par exemple, il n'y aura plus que 4 structures intercommunales, alors qu'à l'horizon 2017-2018, alors qu'il y en avait à peu près une quinzaine jusqu'à présent. Dans d'autres départements, les préfets ont été un peu moins contraints la situation. Vous avez ici les principales recettes de nature donc fiscale et les autres recettes courantes. Ce sont les communes et les intercommunalités qui ont encore le plus de marge de manœuvre fiscale,
avec la taxe d'habitation, les 2 taxes foncières et la contribution foncière des entreprises qui a remplacé l'ancienne taxe professionnelle, mais en ne se substituant pas à l'euro, parce que ça représente à peu près 5 fois moins de ce qu'il pouvait y avoir avant. Et vous avez d'autres impôts qui sont des impôts dont les taux sont définis par l'État, ce qui est le cas de la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises, où c'est un taux national qui s'applique et non plus un taux sur lequel les élus ont des marges de manœuvre. Ces impôts font partie de ce qu'on appelle le bloc communal. Ce sont des impôts communaux, mais dans la très grande majorité des cas aujourd'hui, ils sont délégués à l'intercommunalité, en particulier la contribution foncière des entreprises, qui est un impôt qui est maintenant pour à peu près 56 millions de Français, qui est un impôt aujourd'hui totalement intercommunal. C'est ce qu'on appelle la fiscalité professionnelle unique, par opposition au mécanisme de fiscalité additionnelle qui pouvait exister auparavant. Concernant les départements et les régions, les départements n'ont qu'un seul impôt sur lequel ils ont une marge de manœuvre fiscale, c'est la taxe sur le foncier bâti. Tous les autres impôts, en particulier les droits de mutation, eh bien, les taux sont fixés par l'État, ou plus exactement, il y a un plafond qui est atteint pratiquement par tout le monde. Il y a 92 ou 93 départements sur 100 qui sont au plafond national. Le département de Paris n'y est pas, par exemple. Et ici, vous avez des impôts à taux fixés par l'État sur lesquels il n'y a qu'une dynamique des bases, mais il n'y a pas évidemment de dynamique fiscale par la vertu de ce que pourrait décider une assemblée délibérante. Concernant les régions, le seul impôt sur lequel elles ont une marge de manœuvre, c'est la taxe sur les cartes grises. Elles ont également un impôt sur les permis de conduire, mais la plupart des régions ont décidé de ne plus les facturer aux jeunes conducteurs. Vous avez ici à peu près sur différentes rubriques, donc que ce soit les dépenses, les recettes, les investissements et la dette, la part globalement des collectivités locales entre les communes en rouge, les départements, donc les communes représentent à peu près 40%, les départements un petit quart, les intercommunalités qui montent en puissance 1/6 et les régions également 1/6. Alors nous allons venir maintenant à quelques éléments de structure budgétaire. Ici, ce premier graphique reprend un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le compte consolidé des collectivités qui respecte évidemment les règles budgétaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qui est excédentaire en fonctionnement. En 2014, 37 milliards d'euros de ce qu'on appelle l'épargne brute, qui est pour les familiers de la gestion d'entreprise l'équivalent de la capacité d'autofinancement d'une entreprise, même si ça ne sert pas à la même chose, hein, alors que pour l'État, nous sommes sur 54 milliards de déficit. Et pour vous montrer que ces comptes, évidemment, ne se ressemblent pas du tout, si l'État était soumis aux mêmes règles que les collectivités, il devrait réduire son emprunt de 179 millions d'euros, ou il devrait multiplier par 2,5 l'impôt sur le revenu, pour ne citer que cet impôt auquel, évidemment, tout le monde est familier. Je ne parle pas de la TVA ou de l'impôt sur les sociétés. Donc, comment s'organise le budget des collectivités? Elles doivent voter leur budget avant le 15 avril. Elles peuvent le voter en fait entre décembre et avril en fonction des prévisions plus ou moins fines qu'elles peuvent avoir d'un certain nombre d'éléments qui leur sont communiqués par l'État, en particulier les bases fiscales dont elles ne reçoivent la notification qu'au mois de mars, les dotations d'État dont elles ne reçoivent aussi la notification qu'au mois de mars, donc ce qui explique que beaucoup dans le monde communal votent leur budget plutôt en fin de période, c'est-à-dire en avril. Dans le monde départemental et régional, on avait plutôt l'habitude de le voter plutôt à la fin de l'année précédente, parce qu'on avait plus de marge de manœuvre. Certains reviennent, surtout les départements qui sont dans une situation financière aujourd'hui assez périlleuse. Après, on vote le compte administratif, c'est-à-dire le compte administratif, ce qu'on appelle le compte administratif, c'est le solde d'exécution du budget de l'année précédente avant le 30 juin. C'est un peu comme une entreprise qui doit tenir son conseil d'administration pour affecter ses résultats avant le 30 juin. Et on reprend évidemment les résultats sur le budget en cours avec des décisions modificatives qui peuvent intervenir à tout moment. Vous avez des nomenclatures comptables particulières. La M14 pour les communes et les communautés, la M52 pour les départements, la M71 pour les régions. Ce n'est pas de la comptabilité privée, c'est de la comptabilité en partie simple. C'est le comptable du Trésor qui est un fonctionnaire de l'État qui tient des comptes de stock. Mais les collectivités sont relativement peu familières avec les comptes de stock et raisonnent beaucoup plus en compte de flux. Deux sections, comme je vous l'ai dit, le fonctionnement et l'investissement.
pas de bilan tenu par la collectivité. Je dois dire d'ailleurs que si on parle de bilan, contrairement à une entreprise pour laquelle le patrimoine a une valeur monétaire, c'est extrêmement rare qu'un bien public ait une valeur monétaire, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des biens privés, il peut y avoir des biens qui sont mis en location, mais la plupart des éléments de patrimoine d'une collectivité sont des biens, que ce soit un hôtel de ville, un stade ou un centre culturel, qui évidemment ne sont pas sur le marché et ne peuvent donc pas être valorisés. Ou une école, bien sûr. Elles doivent raisonner à la fois par nature et par fonction. Je sais que vous avez, pour défendre vos intérêts, un certain nombre d'experts comptables qui connaissent bien les comptes publics au moment où vous êtes en train de discuter avec vos partenaires élus sur l'appréciation des dotations au privé par rapport aux dotations publiques. Donc j'imagine que vous avez un certain nombre de gens qui vous conseillent sur ce sujet. Vous avez quelque chose de très important qui s'appelle les restes à réaliser. Quand l'année se termine, que l'on a pris des engagements vis-à-vis d'un fournisseur, d'un constructeur, par exemple, d'équipements ou d'un bénéficiaire de subvention, on doit reporter cette dépense et elle vient en déduction du résultat. Et donc, on doit mettre en face, évidemment, des emprunts reportés, sauf si on est dans une situation où on a le droit, où on gère en pluriannuel, ce qui est généralement limité aux très grosses collectivités, c'est-à-dire les régions, les départements et les grandes villes et grandes intercommunalités. Alors, je vais passer ici. Je vais aller un peu plus loin. Je voudrais en venir, puisqu'on va parler un peu d'analyse financière maintenant et de solvabilité. J'ai déjà évoqué la question de l'épargne brute tout à l'heure. L'épargne brute, c'est vraiment le nerf de la guerre quand on examine les comptes d'une collectivité. Je parle des comptes administratifs. L'épargne brute, mesdames, messieurs, c'est comme l'épargne d'un ménage. Ça sert à deux choses, à rembourser le capital des emprunts antérieurement contractés et, bien sûr, à investir. Lorsque vous empruntez, je m'adresse à des personnes physiques, pour acheter votre résidence principale, la banque vous prête de l'argent jusqu'au moment où les mensualités que vous aurez à sortir pour amortir votre crédit viendraient à représenter une part jugée préoccupante de vos revenus, à peu près, disons, un petit tiers ou un gros tiers. Là, on va raisonner de la même manière, mais quand même une différence sensible, c'est qu'on ne raisonne pas par rapport aux revenus, on raisonne par rapport à l'épargne. C'est le même discours, d'ailleurs, que je tiens lorsque j'interviens devant des assemblées locales, que ce soit des réunions de majorité ou en plénière, pour bien faire comprendre les limites, évidemment, des marges de manœuvre financières des collectivités. Pourquoi ? Parce qu'une collectivité, contrairement à un particulier, ne peut pas se dire, lorsque j'investis, je vais réduire mon personnel ou je vais fermer les guichets sociaux. Donc elle ne peut raisonner que par rapport à l'épargne. Et je leur dis toujours, lorsque vous avez 1 million d'euros d'épargne en plus, eh bien, vous pouvez investir 10 millions d'euros dans le cadre d'une prospective. Pourquoi cet effet de 1,10 ? Tout simplement parce que si vous ne montrez pas le blanche avec ce million d'épargne, vous pouvez vous payer un emprunt de 10 millions qui représentera 1 million d'annuités sur 15 ans, à peu près avec les frais financiers. C'est un ordre de grandeur. Évidemment, quand ils perdent 1 million d'épargne, ils perdent 10 millions de capacité à investir. Ça, c'est un discours qu'ils aiment moins, mais c'est évidemment la même équation. Ça contrarie également l'État. Je crois qu'il faut que chacun le comprenne bien. L'État réduit les dotations des collectivités, mais il est également très sensible aux sirènes du BTP, qui sont des entreprises fragiles, surtout les sous-traitants. Je ne parle pas des grands majors comme Bouygues, Vinci ou Eiffage, mais je parle des sous-traitants qui aujourd'hui tirent la langue. Et donc l'État cherche la quadrature du cercle, c'est-à-dire permettre aux collectivités d'investir tout en réduisant leur épargne, ce qui évidemment est un peu contraire aux théories économiques. Alors, là je passe rapidement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc vous ne pouvez pas déséquilibrer votre section de fonctionnement. Vous ne pouvez pas non plus rembourser de la dette avec autre chose que des recettes définitives. Et je précise aussi que vous avez dans le monde local, je crois que beaucoup d'entre vous le savent, une très grande différence entre ce qui dépend de l'ordonnateur, c'est-à-dire l'exécutif de la collectivité, le maire, le président, et le comptable, qui est un fonctionnaire d'État, qui tient les comptes, qui ne place pas la trésorerie, et qui, évidemment, doit assurer ce qu'on appelle le premier échelon du contrôle de légalité. Dépôt obligatoire au Trésor, compte créditeur, non-rémunération. Il y a une trentaine de milliards qui sont aujourd'hui, qui dorment sur le compte au Trésor, face à peu près à 120 milliards de dettes.
ça devient difficile de gérer en trésorerie zéro, même si évidemment ça devrait être en tout cas un objectif, au moins dans les grandes et moyennes collectivités. Voilà, donc contrôle de légalité, les préfectures. Pour prendre un exemple et pour appeler un chat, vous avez certainement entendu parler des difficultés d'un très grand nombre de départements avec ce qu'on appelle les allocations individuelles de solidarité, qui sont au nombre de 3 et dont la plus importante s'appelle aujourd'hui le RSA. Et un certain nombre de départements ont aujourd'hui énormément de mal à inscrire les dépenses relatives au RSA. Et lorsque ils font savoir aux préfets, surtout ceux qui ont changé de majorité en mars de l'année dernière, qu'ils pourraient se faire mettre en mise sous tutelle, les préfets, évidemment, n'aiment pas et essayent de les dissuader de se placer dans une situation qui, évidemment, affolerait tout le monde. Donc vous avez aujourd'hui des comptes qui sont parfois insincères sans que les services de l'État ne réagissent. Le comptable du Trésor procède à un certain nombre de vérifications, je dirais plus juridiques que véritablement financières. Et vous avez, évidemment, dans le cas d'un budget en déséquilibre, une intervention de la Chambre régionale des comptes, diligentée par le préfet, étant entendu que les chambres régionales des comptes peuvent également se saisir elles-mêmes dans ce qu'on appelle du contrôle de gestion et émettre des observations à portée plus ou moins contraignante. Voilà, donc on va passer un peu plus de temps sur la situation financière des collectivités, après avoir vu ces éléments comptables, mais j'imagine que s'il y a des questions, on reviendra tout à l'heure sur la dimension comptable. Donc je reviens ici sur le fameux levier de l'épargne brute. L'épargne brute devrait représenter au moins 10% des recettes de fonctionnement, et le deuxième seuil d'alerte est à peu près à 7%. La situation réelle est plus ou moins confortable. Généralement, les petites communes sont dans des situations, sauf exception, éblouissantes, et ce sont plutôt les gros qui tirent la langue, avec généralement aussi des niveaux de fiscalité beaucoup plus élevés. Alors, on ne parle pas en dette par habitant, ça ne veut pas dire grand-chose. On ne parlerait pas, si vous voulez, de dette par client pour une entreprise, parce que la solvabilité et la capacité de paiement de ses clients n'est pas forcément la même. Mais on raisonne dans ce qu'on appelle la capacité de désendettement, c'est-à-dire le rapport entre le stock de dette et l'épargne brute. Comme on rapporte un stock et un flux, l'indicateur est indiqué dans une unité qui est une durée. Combien d'années d'épargne brute permettent de rembourser le stock de la dette? Et évidemment, le seuil limite est ou devrait être à 15 ans, puisque c'est à peu près la durée sur laquelle les collectivités empruntent, sachant que les entreprises, elles empruntent sur des durées beaucoup plus courtes. Le même ratio pour les entreprises, pour ceux qui sont familiers de la gestion financière des entreprises, c'est dette sur capacité d'autofinancement, et là, comme à partir de 5, on commence à regarder 5 ans, on commence à regarder avec beaucoup d'attention. Là, on est sur des durées plus longues, donc ce sont les ratios aujourd'hui qui sont retenus. Vous allez voir quelques chiffres pour des collectivités. Alors, il y a des collectivités riches et des collectivités pauvres. Quand on parle de collectivités riches et de collectivités pauvres, il faut regarder deux aspects. Il y a la richesse du territoire en base fiscale, c'est-à-dire la richesse en entreprise, et puis vous avez la richesse de la population qui est mesurée par un indicateur qui s'appelle le revenu par habitant et dont toutes les collectivités connaissent les données de leur territoire. Vous avez des collectivités riches à population riche, par exemple, si vous voulez, un certain nombre de communes de la banlieue ouest. Vous avez des communautés riches à population pauvre, comme par exemple Saint-Denis, qui a quand même des bases fiscales importantes. Je parle de Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, pas Saint-Denis-La Réunion. Vous avez des collectivités pauvres à population pauvre, comme Clichy-sous-Bois ou Montfermeil, qui n'ont à la fois que très peu d'entreprises et des habitants qui sont relativement modestes. Et puis vous avez des collectivités à population riche, mais relativement peu de base fiscale, comme par exemple le Vésinet, si vous voulez, où il y a relativement peu de commerce, mais où il y a évidemment un habitat assez bon. Donc il faut bien prendre en compte les 4 catégories. Vous avez aussi des marges fiscales, puisque toutes les collectivités n'ont pas le même niveau de taxes d'habitation, de taxes foncières et de cotisations foncières des entreprises. Donc c'est aussi un élément qu'on apprécie au-delà de l'épargne brute et de la capacité des endettements. Voilà, donc vous avez ici un petit tableau sur lequel je ne vais pas commenter sur les différents impôts qui existent dans le monde rouge du bloc communal, commune ou intercommunalité, qui peuvent, suivant les cas, être relevés par la commune ou par l'intercommunalité, suivant les choix qui ont été faits de déléguer des compétences, par les départements en vert, par les régions en bleu. Il est indiqué oui lorsque les taux sont modulables. Vous voyez que dans le monde des départements, eh bien, il n'y a plus que la taxe sur le foncier bâti et les droits de mutation, sauf que tout le monde est quasiment maximum,
Et dans le monde des régions, il n'y a plus que la taxe sur les cartes grises et ce qu'on appelle la taxe sur les produits énergétiques, qu'on appelait autrefois la taxe sur les produits pétroliers, mais sur lequel, de temps en temps, Bruxelles donne l'autorisation à la France de donner elle-même des autorisations aux collectivités d'augmenter la taxe sur les carburants. Voilà, alors quelques éléments sur les comptes, puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas encore les comptes 2015, on a quelques tendances évidemment, mais on n'a pas encore évidemment les comptes par collectivité. Donc vous avez ici les recettes courantes des collectivités jusqu'en 2014. Nous sommes ici en milliards d'euros, hein. Donc on est en consolidé à 214 milliards d'euros. Vous avez ici les recettes qui stagnent actuellement, recettes courantes. Les recettes ont même baissé évidemment sur les dotations. Elles continuent encore une petite dynamique sur les bases fiscales. Et vous avez ici le taux de croissance qui s'est limité à 1%. Vous voyez les difficultés de l'épreuve, puisque quand derrière, vous avez des dépenses de personnel qui sont revalorisées par l'État qui vient d'annoncer, là aussi, à quelques mois des élections nationales, une revalorisation du point d'indice de la fonction publique, et bien sûr ce qu'on appelle le glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire la montée évidemment en classe d'âge du personnel, et bien tout ceci, évidemment, vous avez du mal à le financer avec une augmentation de 1% des recettes. Je précise d'autant plus que 2014, c'était une petite baisse des dotations. Les 3 années de grosse baisse des dotations, c'est 2015, 2016 et 2017. Vous avez ici les dépenses. Vous voyez que même si les collectivités cherchent à peser sur leurs dépenses, en 2014, on était encore à 2,4% sur le fonctionnement, ce qui crée ce qu'on appelle, dans le jargon courant, un effet de ciseau, avec des recettes qui augmentent de 1, des dépenses qui augmentent de 2,4. À l'intérieur des dépenses, vous avez celles de personnel. Donc vous connaissez, j'imagine, le discours des détracteurs du monde local, en particulier la fameuse Agnès Verdier-Molinier, avec laquelle j'ai déjà eu l'occasion de débattre un certain nombre de fois sur les plateaux. 3,5%, c'est effectivement très lourd. Les collectivités sont suspectées, parfois à tort, parfois à raison. La Cour des comptes considère que les torts sont partagés dans ses derniers rapports, d'entretenir une augmentation des effectifs, en particulier avec une insuffisante substitution de la charge intercommunale à la charge communale au fur et à mesure des transferts de compétences. Donc nous sommes toujours à 3,5% sur 2014. Donc vous voyez qu'avec cet effet de ciseau, vous ne serez pas surpris de voir que la fameuse épargne brute est en baisse. Hein. Elle était à 41 milliards en consolidé en 2011. Elle est à 36,8 en 2014, elle baisse encore à nouveau en 2015, sur les chiffres que l'on commence à appréhender maintenant. Les collectivités voteront leur compte administratif avant la fin du mois de juin. Donc elle ne représente plus que 17% d'épargne brute. Je précise que si on a quand même des chiffres qui sont honorables, je vous ai dit que 10% c'était le premier seuil d'alerte, il faut bien prendre en compte la très grande majorité des comptes de petites communes et de petites communautés. Il n'y a en France, sur 36 000 communes, que 900 villes de plus de 10 000 habitants. 2,5% des communes ont plus de 10 000 habitants. 97,5% des communes ont moins de 10 000 habitants. Donc évidemment, ça modifie très sensiblement les moyennes. On verra tout à l'heure la question des communes nouvelles. Vous avez ici le mode de financement des investissements. 2013, année préélectorale dans le bloc communal, avait été une année de forte pointe des investissements, puisqu'on était à 58 milliards d'euros. Ces investissements étaient financés en vert par des épargnes brutes, en bleu par des recettes définitives, c'est-à-dire, entendez, des subventions reçues ou des remboursements de TVA, et en rouge par une augmentation de la dette. Je dis bien une augmentation, même si la dette locale est moins forte que la dette nationale en pourcentage, elle augmente systématiquement chaque année. 2015, on sera pratiquement à l'équilibre, mais la dette va quand même continuer à augmenter d'à peu près 700 millions d'euros. Et donc, même si vous voyez que la chute des investissements, on a eu une chute des investissements de 8,5% en 2014, qui désespère évidemment le BTP, on a à nouveau une chute des investissements qu'on évalue à peu près à 10% en 2015. Ce qui est évidemment la logique par rapport à la baisse d'épargne. Globalement, tableau de bord final, eh bien vous avez ici un stock de dette à 173 milliards, un stock d'épargne à 36,8, une capacité de désendettement à 4,7, ce qui reste très honorable en moyenne, ce qui masque de profondes différences. Les petites collectivités
ont souvent des situations financières très saines parce qu'elles vivent à l'ombre des grosses, qui leur procurent le vivre et le couvert, et en particulier permettent aux habitants de ces petites communes de fréquenter les équipements des villes-centres dont ils ne payent pas les impôts. C'est un phénomène très français. Évidemment, les grandes collectivités sont dans une situation beaucoup moins à l'aise. Voilà globalement l'endettement du monde local, hors syndicats intercommunaux. Donc vous avez, nous sommes ici à 140 parce que c'était 173 avec les syndicats intercommunaux. Donc vous avez la répartition entre les différentes catégories de collectivités. Voilà, et vous voyez une dégradation des taux d'épargne brute depuis un certain nombre d'années. Les départements sont les entités les plus fragiles, j'insiste beaucoup là-dessus, puisqu'ils ont un taux d'épargne qui est à 10%, c'est les entités les plus en difficulté, et encore nous s'arrêtons ici à 2014, alors même qu'ils devraient avoir une épargne d'autant plus forte qu'ils versent des subventions d'équipement aux communes et aux intercommunalités, et qu'ils doivent normalement les amortir. Alors que les communes, elles, amortissent uniquement les biens renouvelables, c'est-à-dire les véhicules, les ordinateurs, les mobiliers, mais pas la voirie et pas les bâtiments. Voilà, les capacités d'endettement restent encore relativement honorables. Je précise encore une fois que pour les communes et les communautés, la majorité des entités que l'on mesure ici sont des petits, les gros sont plutôt autour de 7-8 ans. Et vous avez ici l'évolution des taux de fiscalité qui s'arrêtent brutalement pour les régions en 2010, puisqu'on leur a tout enlevé, qui pour les départements se limite uniquement au foncier bâti, qui pour les communes, vous voyez, on est quand même à 15% d'augmentation en 15 ans. Je rappelle que l'inflation est déjà dans les bases. C'est-à-dire que quand on augmente un impôt par rapport à une base qui est revalorisée chaque année de 20% par le Parlement, plus un effet physique, c'est-à-dire la construction de nouveaux logements, l'implantation de nouvelles entreprises, bien, automatiquement, évidemment, ça crée une double peine pour les contribuables. Alors, je vous ai mis ici, mais on ne va pas tout commenter, la situation des grands comptes en 2014. On n'a pas encore les chiffres 2015. Donc vous avez évidemment quelques communes dont on a parlé dans la presse à l'occasion d'audits qui ont une épargne brute négative, donc qui devraient normalement être déférées. Et puis vous en avez d'autres qui ont des situations financières assez confortables. Je précise que assez confortables, c'est 15 à 20%. Vous avez des villages qui peuvent avoir des taux d'épargne de 60%. Hein, c'est évidemment, les situations sont... Les petits se portent mieux que les gros en général. Vous avez ici la situation des villes de plus de 100 000 habitants en capacité de désendettement. Je vous ai dit que la moyenne nationale était à 4, toutes collectivités confondues. Vous voyez que la plupart des grandes villes sont quand même moins bien placées et de loin que la moyenne nationale de l'ensemble des collectivités. Je vous ai dit que la moyenne était plutôt autour de 7-8. Concernant Argenteuil, évidemment, c'est un chiffre négatif, donc on l'a mis à l'infini. Vous avez ici la richesse fiscale. Plus vous allez vers la droite, ici, plus vous avez des collectivités riches. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'on leur flanque une paix royale, puisque de plus en plus, l'État introduit ce qu'on appelle une péréquation, c'est-à-dire en amenant les collectivités riches à cotiser dans une caisse qui profite aux collectivités pauvres, c'est-à-dire le département de Paris et le département des Hauts-de-Seine à payer dans une caisse qui va bénéficier à la Seine-Saint-Denis ou à la Creuse, et puis bien sûr des villes comme Boulogne, Paris, Cannes, etc., à devoir alimenter des villes qui bénéficient de cette péréquation, qui sont des villes plus pauvres comme Lille, Marseille, etc. Vous avez ici l'effort fiscal, c'est-à-dire le niveau d'imposition sur les ménages. Hein, vous voyez que la moyenne nationale étant à 1, c'est une moyenne France entière. La quasi-totalité des grandes villes, à l'exception de Paris et de Boulogne-Billancourt, qui, comme vous le savez, a décidé de fusionner avec la commune d'Issy-les-Moulineaux, où nous nous trouvons aujourd'hui, sont au-dessus de cette moyenne nationale. Parce que le cas de figure, si vous voulez, classique, c'est qu'on lève des impôts au-dessus de la moyenne, évidemment, dans les grandes villes, parce qu'on apporte des services plus importants à une population qui comprend aussi des habitants extérieurs qui ne payent pas leurs impôts sur place. Voilà, vous avez ici les taux d'épargne brute des communautés. Donc je vous ai mis ici les plus grandes communautés sur 2014. Hein. Là aussi, les situations peuvent être encore plus confortables que dans les villes. Il faut savoir que ce sont des structures jeunes et qui n'ont pas souvent encore eu le temps de réaliser des dépenses importantes. Pas encore.
L'intercommunalité s'est fortement développée depuis le début des années 2000. Avant les années 2000, il n'y en avait très pratiquement pas. Vous avez ici la capacité des endettements aussi des communautés, qui est globalement, sauf exception, en particulier la métropole de Nice et le territoire de la côte ouest qui est sur l'île de la Réunion, qui est généralement bien meilleure que celle de leur commune. Pour les départements, je ne rentre pas dans le détail, là je vous ai mis des cartes avec les situations de taux d'épargne, donc je vais passer rapidement, des régions, enfin des anciennes régions évidemment, on n'a pas encore de compte sur les nouvelles régions, l'investissement des départements, donc évidemment ici plus la teinte est foncée, plus les départements ont proportionnellement investi, les dépenses directes d'équipement pour leurs besoins propres, c'est-à-dire les collèges, la voirie et les bâtiments départementaux, là aussi plus la teinte est sombre et plus ils investissent. La capacité des endettements, donc vous voyez par exemple des situations particulièrement fragiles. Je vous fais pas un dessin dans le département du Nord, dont on a beaucoup parlé à l'occasion de son audit au mois de juin de l'année dernière. Et par contre, des départements, y compris des départements ruraux, comme l'Indre ou comme les Landes ou l'Ariège, qui peuvent avoir des situations financières très satisfaisantes, alors même qu'ils ne sont pas forcément très riches. Même chose pour la capacité d'endettement des régions. Vous voyez que la région PACA et la région Nord-Pas-de-Calais, qui ont été âprement disputées, n'ont pas des comptes parmi les plus sains de toutes les régions. Et nous allons en venir maintenant à des éléments plus d'actualité sur la loi de finances et les quelques éléments de réforme des finances locales. Donc ça, globalement, c'est ce que représentent 64,5 milliards d'euros, les dotations de l'État aux collectivités locales, qui représentent à peu près 16%, parfois c'était 20%, mais l'État est plus rigoureux avec les collectivités qu'il ne l'est avec lui-même. Donc il réduit proportionnellement plus leur concours que le reste de ses dépenses. Donc les collectivités représentent 16% des dépenses de l'État. Évidemment, je vous ai dit tout à l'heure que je ne sais pas ce qu'annoncera le président de la République le 2 juin devant le Congrès des maires à la porte de Versailles. Quand des élus me posent la question de savoir s'il ne va pas le desserrer l'étau et l'apostrophe ETAU, je leur dis qu'a priori une présidentielle n'est pas une sénatoriale. Maintenant, on ne peut rien écarter. Donc on peut très bien imaginer qu'il y ait 3,7 milliards dont l'État pouvait compter sur le budget 2017 et qui vont passer à la trappe. Il essaiera de les trouver ailleurs, ou il ne les trouvera pas. Ça, c'est la baisse des dotations telle qu'elle a été annoncée par le Premier ministre à l'occasion de sa prise de fonction il y a exactement 2 ans, en avril 2014. 12,5 milliards d'euros. Pour bien faire comprendre que ces 12,5 milliards d'euros ne sont pas anodins, et qu'en particulier, ça a déjà été réalisé, ça c'est prévu pour l'an prochain, mais encore une fois, ça va peut-être être édulcoré. Ça représente quand même 6% des recettes de fonctionnement des collectivités, et ça représente surtout un tiers de leur épargne. Donc ça ne passe pas inaperçu, si vous voulez, un tiers de l'épargne. Vous avez ici la répartition de la douloureuse sur 2014, 2015 et 2016 en millions d'euros entre les communes, les communautés, les départements et les régions, et l'hypothèse 2017, si les choses, évidemment, restent en l'état. Encore une fois, on n'en sait rien. Ce petit rappel historique sur lequel je ne m'étends pas, c'est pour montrer que la vis s'est resserrée très fortement depuis maintenant moins de 10 ans. En 2007, les dotations de l'État aux collectivités locales progressaient comme l'inflation plus la moitié de la croissance de l'économie. Donc on pouvait considérer que ça faisait du 2,5 par an. Puis on est passé à l'inflation sec, ensuite on est passé à 0, et depuis 2014, on est à moins quelque chose. Donc évidemment, les élus ont beaucoup de tort, mais d'un autre côté, il faut bien comprendre aussi que leurs marges d'action sont quand même très largement définies par l'État, non seulement sur les recettes de dotation, mais également, bien sûr, sur un certain nombre de leurs dépenses, qu'il s'agisse bien sûr du personnel, j'en ai parlé tout à l'heure, ou qu'il s'agisse d'autres dépenses qui sont contraintes par des normes ou des décisions de l'État, en particulier des normes environnementales. J'attire votre attention sur quelque chose d'extrêmement important pour les départements, qui peuvent expliquer que les départements sont aujourd'hui les hommes et les femmes malades du monde local à cause de ce qu'on appelle le reste à charge des allocations individuelles de solidarité. Qu'est-ce que j'appelle le reste à charge ? Ce n'est pas ce qu'ils dépensent, c'est ce qu'ils dépensent en net de plus depuis que les nouvelles compétences leur ont été transmises, c'est-à-dire, pour rappeler les choses dans un cadre historique,
l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, depuis 2002 sous le gouvernement Jospin, l'ancien RMI depuis 2004, devenu RSA en 2009, donc qui est le morceau qui n'est pas le plus gros pour tout le monde, mais qui est le plus en croissance, et puis la prestation compensatoire du handicap depuis 2005, net des recettes qu'ils obtiennent, net des indus et des transferts de l'État. Donc ça représente, pour certains départements, alors je vais laisser de côté les 3 départements d'outre-mer ici, mais par exemple pour un département comme l'Hérault, ça peut représenter 200 € par habitant sur un département qui fait près d'1 million d'habitants. Donc vous voyez à peu près que ce n'est pas des petites sommes en reste à charge. Vous avez ici le phénomène de l'intercommunalité sur lequel je vous invite évidemment à mesurer le chemin parcouru depuis plus de 20 ans, 25 exactement. Vous avez ici la population française, qui est passée en gros de 59 à 66 millions d'habitants dans ces 25 ans. Pourquoi 92 ? Parce que c'est la première loi intercommunale. C'est la loi Jox-Bailey du 6 février 92 qui a créé la carotte financière en disant aux élus, parce qu'au début c'était pas coercitif, associez-vous et la FEETA se penchera sur votre berceau pour y verser quelques piécettes, une DGF supplémentaire. Ce qui évidemment a été pris dans la poche des dotations communales. Et donc vous avez l'évolution, on avait 11 millions d'habitants qui étaient concernés au 1er janvier 92. Nous sommes depuis le 1er janvier 2016 à la totalité de la population française qui est intercommunalisée, à l'exception, quelqu'un a parlé tout à l'heure, votre prédécesseur a parlé de communes ou d'écoles en Bretagne, eh bien les 2 seules communes qui ne sont pas intercommunalisées, ce sont les îles de Saint et de Ouessant, parce que ce sont des îles monocommunales. Tout le reste de la France, et en particulier la métropole du Grand Paris, s'est constituée au 1er janvier de cette année. On est maintenant à 66 millions d'habitants, dont 58 en bleu qui sont en fiscalité professionnelle unique, donc c'est la communauté qui lève les compétences, qui lève les impôts économiques, et 8 encore qui sont en fiscalité additionnelle, ce nombre étant en déclin depuis la 2e loi intercommunale qui a été la loi Chevènement, la loi du 12 juillet 99, qui a, disons, renforcé l'attrait pour ce qu'on appelait à l'époque la taxe professionnelle unique. Alors évidemment, vous êtes moins concernés aujourd'hui par le monde intercommunal, parce que le monde intercommunal n'a pas bénéficié de transferts en matière scolaire, sauf exception. Il est relativement rare d'y avoir des écoles intercommunales, ça arrive parfois en race campagne, ça n'arrive pas évidemment dans le monde urbain. Parce que les ATSEM sont une population qui est politiquement quand même surveillée d'assez près, donc les élus municipaux souhaitent conserver les prérogatives sur leur personnel. Alors, ça c'est un graphique qui interpelle, c'est la position de la France en matière de local dans l'Europe des 28. Vous avez ici, Cocorico, le nombre, la part des communes de l'Union européenne. Donc la France a 42% des communes de l'Union européenne. Vous voyez que par exemple, les codes couleurs sont assez explicites. Je vous ai mis l'Allemagne en noir, je vous ai mis l'Espagne en rouge, l'Italie en vert. Le Royaume-Uni, on ne le voit même pas parce qu'il doit rester 250 communes. Et nous avons donc la population moyenne d'une commune française qui, en 2014, faisait 1700 habitants. Il n'y avait que la République tchèque qui était derrière nous, contre plus de 50 000 dans 5 pays de l'Union européenne. D'où la campagne de sensibilisation pour les communes nouvelles. En fait, il y a eu pas mal d'évolutions du législateur sur le sujet. Il y avait eu une vieille loi qui s'appelait la loi Marcellin, du nom d'un ministre de l'Intérieur de l'époque de Georges Pompidou, en 71, qui avait essayé de pousser vers des fusions plus ou moins coercitives de communes. La loi a été votée par le Parlement, elle n'a jamais été appliquée. Puis on a mis des carottes financières qui n'ont pas été suivies. Alors là, par contre, depuis 2015, le législateur a mis vraiment les petits plats dans les grands. Il y a une incitation très forte aux communes nouvelles, à tel point que si toutes les petites communes, si leur maire avait accepté de déchirer ou de brûler leur écharpe, je ne sais pas où on aurait trouvé l'argent, parce que ça faisait sauter la banque. Il y a eu à peu près, on est tombé en dessous de 36 000 communes, on devait être à 35 900, et vous voyez qu'il y a des régions où ça a quand même été assez marquant, en particulier dans ce qu'on appelait la Basse-Normandie, du temps des anciennes régions, voilà, dans les régions de l'Ouest. Voilà toutes les communes nouvelles qui se sont créées, à peu près, il y en a une 800 à peu près, depuis maintenant la fin de l'année dernière. Les carottes financières restent jusqu'au 30 juin.
ils ne vont pas au-delà, encore une fois, parce que je pense qu'il n'y a pas l'argent pour servir. Voilà la métropole du Grand Paris, qui a un statut particulier, puisqu'on a mis 3 échelons intercommunaux, la métropole elle-même, qui a surtout des compétences en matière d'aménagement et de logement, des territoires qui sont pour certains des anciennes communautés d'agglomération, ce qui est le cas par exemple du territoire où nous nous trouvons aujourd'hui, qu'on appelle le T3, qui est celui donc d'Issy-les-Moulineaux et de Boulogne, mais également de Ville-d'Avray, de Chaville, etc., sur lequel où il y avait une structure intercommunale qui s'appelait Grand Paris Seine-Ouest. Mais il y avait d'autres entités, par exemple Neuilly, le Valois n'étaient dans rien du tout, donc on leur a imposé d'être dans un territoire. C'est une situation transitoire, parce qu'en 2021, normalement, les territoires doivent disparaître, et tout sera pris par la métropole. Alors, ici, nous avons quelque chose, ces espèces de ventre mou, ça s'appelle le FPIC, FPIC. Le FPIC, c'est le fonds Robin des Bois de péréquation qui prend aux riches pour donner aux pauvres. J'avais d'ailleurs proposé un autre nom que FPIC, un nom un peu techno, ça veut dire Fonds de péréquation intercommunale et communale. J'avais proposé d'appeler ça péréquation intercommunale et communale, vous me suivez, de solidarité organique universelle, ça faisait Picsou, ça avait bien fait rigoler, mais ils ont trouvé que c'était un peu trop provocateur. Donc le terme n'a pas été retenu. Retenez quand même ici qu'on est passé de 150 millions qui ont été redistribués en 2012 à 750 millions en 2015. On va monter 1 milliard en 2016, on va monter 1,1 milliard. Ça veut dire quoi? Ben ça, ce sont ceux qui payent. Ils sont à peu près 40%, mais parfois pour des grosses sommes, en euros par habitant. Et ça, c'est ceux qui reçoivent. Donc ça joue évidemment sur les marges de manœuvre. Quand nous sommes dans des communes, disons, aisées, par exemple dans l'ouest ou le sud-ouest de la banlieue parisienne, mais pas uniquement, on peut aussi dire ça sur la Côte d'Azur, les gens évidemment se plaignent de la double lame, de la triple lame, pour reprendre des images de rasoir. Bon, d'un autre côté, évidemment, vous avez des élus ruraux, dont je connais certains dans le Cantal ou ailleurs, ou en Seine-Saint-Denis, qui trouvent que la péréquation n'est jamais suffisamment forte. Elle ne fait que des mécontents, soit parce qu'il y en a trop, soit parce qu'il n'y en a pas assez. Vous avez aussi une péréquation départementale qui s'est développée depuis 2011. Vous voyez par exemple que vous avez ici des départements qui touchent en euros par habitant, et vous avez ici des départements de Paris et des Hauts-de-Seine qui casquent au titre de différentes rubriques, avec des péréquations sur les droits de mutation, sur d'autres impôts, etc. Donc c'est un renforcement très important. Vous avez aussi une péréquation régionale. Vous voyez par exemple ici que ceux qui payent, eh bien, c'est l'Île-de-France, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, etc. Et ceux qui reçoivent sont plutôt ici. Évidemment, les cartes vont être rebattues avec les grandes régions, ça sera consolidé. Alors, j'en viens ici à quelque chose qui est en filigrane, c'est que le gouvernement, ne reculant pas devant le risque à peu de temps des élections nationales, a envisagé une réforme de la dotation globale de fonctionnement, qui a été présentée au Parlement à l'automne dernier, qui a été votée en l'état, tout en étant reportée à 2017, puisque le débat va reprendre, évidemment, cette année. Nous avons montré pour le Sénat ce que ça donnerait pour les communes, et vous voyez que ça interpelle, parce que des départements pauvres, comme le Cantal, la Haute-Loire, l'Aveyron, la Lozère, mais aussi pas uniquement le Massif central, les Côtes-d'Armor ou le Gers, sont dans les perdants, et d'autres sont plutôt dans les gagnants. Donc évidemment, ça va rediscuter très fermement au Parlement, et certains n'excluent pas que cette réforme passe à la trappe. D'autant plus qu'elle va être, bien sûr, elle va venir se percuter avec la réduction drastique du nombre des intercommunalités qui va passer de 2100 à 1200, ce qui va évidemment avoir des incidences. Voilà, et je termine par quelques pages ici, c'est même pas 71, je crois que c'est 76. Nous avions fait une analyse pour le Sénat à l'automne 2014 de l'impact sur les différentes familles de collectivités, non pas de la réforme de la DGF, mais de la baisse des 12,5 milliards à l'horizon 2018. Pourquoi 2018 ? Parce que la dernière baisse des dotations, c'est 2017. On suppose que les finances de l'État seront rétablies au 31 décembre 2017 et qu'on n'en rajoutera pas. On peut toujours être optimiste. Et donc 2018, c'était l'année où on payait les premiers frais financiers sur les emprunts supplémentaires qu'on aurait levés en 2017 pour financer les investissements de cette année-là. Ce qui en ressort, si vous voulez, je ne rentre pas dans le détail, mais il y aura peut-être des questions. Ce qui en ressort, c'est que les deux catégories les plus fragiles, ce sont les villes de plus de 10 000 habitants et surtout les départements, qui ont donc des taux d'épargne qui vont, semble-t-il,
s'affaisser. Nous avons fait une étude nationale sur l'ensemble des comptes, 4% de taux d'épargne. Le graphique qu'il faut regarder, c'est le rouge. Le graphique vert, ce sont des cas de figure où, disons, on édulcore un peu les choses. Ça, c'était l'historique. Et 4% de taux d'épargne, c'est évidemment insuffisant pour prendre en charge les dotations d'amortissement pour les communes importantes et pour les départements. Les petites communes se portent mieux. Vous avez ici les capacités des endettements qui caracolent aussi, surtout pour les communes de plus de 50 000 habitants, qui seraient assez mal en point. Vous avez le nombre de collectivités qui se trouveraient dans la zone rouge. Évidemment, si on ne fait rien, si on n'augmente pas les impôts et si on ne réduit pas drastiquement la voilure sur un certain nombre de compétences, ce que certains sont évidemment en train de faire, les 3/4 des villes de plus de 50 000 habitants se retrouveraient dans la zone rouge, et 61% des départements. Et enfin, l'impact, le nombre de collectivités présentant une capacité d'endettement supérieure à 15 ans, c'est-à-dire normalement le seuil de surendettement, les 3/4 des communes de plus de 50 000 habitants et 44% des départements. Voilà, et je termine par cette page qui vous montre, disons, le nombre d'entités qui, dans une hypothèse fil de l'eau, faite, je le rappelle quand même, à l'automne 2014, donc il s'est quand même passé 18 mois depuis, évidemment, auraient plus que des soucis à se faire, y compris d'ailleurs sur le plan politique et pas uniquement sur le plan financier, puisque je prends parfois l'image des collectivités qui ont été surendettées dans les années 90, pour leur dire que ça n'avait pas été totalement neutre non plus sur les capacités des élus à se faire réélire dans le cas où ils avaient plombé les comptes de leur commune. Voilà, mesdames et messieurs, je n'ai pas regardé ma montre, donc je ne sais pas si j'ai à peu près tenu le délai qui m'était imparti, mais je suis à votre disposition pour qu'on échange maintenant sur ce sujet passionnant et, j'ose pas dire enrichissant, mais vous me comprenez. Oui, ça a l'air de marcher. Étienne Tersigné, Paris, là devant, à votre droite. Voilà. Si on calcule ce que dépensent les collectivités locales par élève, et si on compare ce qu'ils dépensent pour les élèves scolarisés dans le privé et ceux scolarisés dans les établissements publics, le coût pour les collectivités locales d'un élève dans le privé est moins élevé. Est-ce qu'il vous est arrivé de conseiller aux communes pour qu'elles fassent des économies, de favoriser d'une manière ou d'une autre les établissements privés? Alors, je crois vous avoir dit tout à l'heure que nous n'avons pas de couleur partisane, et je suis extrêmement vigilant sur ce plan. Il nous est arrivé en revanche de bâtir des dossiers où il fallait argumenter sur la structure d'un compte administratif pour ce dont je parle étant les dépenses qui rentrent dans l'assiette et dans lesquelles, vous le savez, il y a un certain nombre de dépenses facultatives, de nature sportive ou culturelle qui ne rentrent pas dans l'assiette. Voilà, donc maintenant, je me garderai bien, et vous comprenez que lorsque j'interviens devant une assemblée, qu'elle soit de majorité, je parle, de droite ou de gauche, je me garde bien de prendre des propos autres que neutres. Et quand la question est posée, qu'est-ce que vous feriez, monsieur le consul, à notre place? Je leur dis, écoutez, je vous rassure, je ne suis ni électeur, ni contribuable, et encore moins éligible, je vous rassure, sur votre territoire. Nous sommes simplement des spéléos avec une lampe torche sur le front, et on vous montre les cailloux qui sont sur votre route. Et c'est à vous de définir si ces cailloux, vous allez les contourner par la gauche, par la droite ou en sautant par-dessus. Vous voyez, tout ça pour vous dire que je me garderai bien de conseiller quoi que ce soit, si ce n'est bien sûr de respecter la loi, et en particulier les dispositions relatives aux établissements sous statut, voilà, sous statut d'État, du régime associatif. Voilà. Alors, la question était peut-être un peu provocatrice, mais je ne me situais pas du tout sur l'angle politique, mais tout simplement sous l'angle financier. Oui. Parce que ça peut être aussi un moyen pour une commune de faire des économies. Puisque le coût par un élève dans le privé est moins élevé, puisqu'il y a un certain nombre de dépenses qui ne sont pas à la charge de la commune. Alors, voilà, juste sur cet oui, angle-là, simplement, ça n'est évidemment pas la commune qui définit quel est le rayonnement des établissements publics et privés sur son territoire. C'est, si je peux dire, la sociologie, les cartes de Siegfried de la fin du XIXe siècle,
voilà, qui sont encore plus ou moins d'actualité et qui font que dans des départements de l'Ouest, il y a proportionnellement plus d'élèves dans les établissements privés que dans des départements d'une partie du Massif central ou de l'Est, si vous voulez. Donc, voilà, donc ça s'impose à eux. À partir du moment où ils en ont, bah, ils doivent appliquer les textes. Et donc, s'ils dépensent pour la catégorie qui est éligible, s'ils dépensent 1 euro pour le public, mais ils doivent le dépenser pour le privé. Oui, je reviens sur les forfaits communaux. Oui. Vous nous avez, c'est un sujet de préoccupation important pour nous. Vous nous avez rappelé que l'intercommunalité n'était pas d'actualité sur les forfaits communaux, mais est-ce qu'il y a possibilité d'évolution dans ce sens prochainement? Alors, je vais vous répondre le plus précisément possible. Lorsque l'intercommunalité a été, disons, réellement créée, je ne dis pas qu'elle n'existait pas avec les syndicats intercommunaux à la fin du XIXe siècle, mais lorsqu'elle a été vraiment, lorsqu'elle a commencé à se développer, c'est-à-dire à partir du début des années 90, on a créé un mécanisme d'incitation. Ce mécanisme d'incitation, qu'on peut appeler « Aide-toi, le ciel t'aidera », oui, donc je n'hésite pas à prendre des images comme ça qui vous sont particulièrement chères. Ça voulait dire, plus vous transférez de compétences, plus un concept d'ailleurs très technique qu'on appelle le CIF, le coefficient d'intégration fiscale, est élevé, plus vous touchez l'argent de l'État. Donc plus vous transférez de compétences, plus vous touchez l'argent de l'État. Et comme les élus ont toujours envie de demander plus à l'impôt et moins aux contribuables, parfois ils ont l'impertinence de nous poser des questions en disant, mais monsieur le consultant, comment on fait pour avoir le maximum de pognon de la part de l'État? Parce qu'évidemment, la DGF, du moins ce qu'il en reste, c'est de l'impôt sur les sociétés, c'est de l'impôt sur le revenu ou c'est de la TVA. C'est pas de la taxe d'habitation, etc. Et je leur dis, bah, écoutez, j'essaye toujours d'être très imagé, je leur dis, bah, écoutez, si vous voulez vraiment avoir le maximum de pognon de l'État, vous transférez tout. Non seulement les compétences obligatoires qui sont évidemment par définition obligatoires, mais dans les compétences optionnelles, vous pouvez prendre tout le menu et pas uniquement la carte. Vous pouvez prendre toute la carte plutôt et pas uniquement le menu. Vous pouvez mettre ce qu'on appelle l'intérêt communautaire au maximum, et puis pendant que vous y êtes, vous transférez effectivement les écoles, le social, les subventions aux associations, les subventions aux clubs sportifs. À la limite, il ne reste plus que les pouvoirs de police du maire et l'état civil. Là, les élus, la plupart, fuient en courant, parce que ça s'appelle une fusion de communes. Et malgré les incitations financières qui sont quand même extrêmement glorieuses, bon, bah, il reste encore 35 900 communes contre les 36 700 qu'il y avait l'année dernière. Donc, le scolaire fait quand même partie des domaines dans lesquels le poids politique des parents d'élèves est tel, et des enseignants aussi, évidemment, qu'on ne souhaite pas forcément le déléguer à une structure qui n'est pas véritablement élue au suffrage universel. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ça ne changera pas un jour. Mais ce n'est pas encore, si vous voulez, c'est pas encore la règle la plus fréquente. Bonjour, Sandrine Chantilly de Guyane. Donc, je vous remercie pour votre intervention, au travers de laquelle vous avez décrit la situation des collectivités locales en France. Bien entendu, celle des Outre-mer était un peu noyée dans l'ensemble, mais les collectivités locales d'Outre-mer, et particulièrement celle de Guyane, se trouvent dans une situation financière encore plus catastrophique que ce qu'on peut trouver en France hexagonale. C'est-à-dire que là où les collectivités en France hexagonale réfléchissent à fermer des écoles ou à faire des travaux de maintenance, nous, les collectivités locales en Guyane, construisent encore des établissements scolaires. Sur les 10 années à venir, il faudra construire plusieurs dizaines de lycées en Guyane, plusieurs dizaines d'écoles primaires et maternelles en Guyane, dans un contexte qui est similaire à celui de la France hexagonale, de raréfaction des ressources. Du coup, l'impact sur l'enseignement catholique est encore plus grave, plus important. L'enseignement catholique qui a également des besoins en investissement, mais aussi en réhabilitation. Donc la situation, particulièrement de la Guyane, est compliquée, et parce que celle des collectivités locales en Guyane est compliquée et ne peut pas soutenir davantage l'enseignement catholique qui en aurait fortement, fortement besoin. Et je pense que ce que vous dites de la Guyane, que je connais aussi un petit peu parce que nous avons travaillé pour des collectivités guyanaises, dont plusieurs d'entre elles, pour ne pas dire la majorité, je crois qu'il y a 30 communes, je crois, en Guyane,
sont sous le contrôle de la Chambre régionale des comptes, est encore plus vrai de l'île de la Réunion, où la démographie est proprement galopante, et où d'ailleurs la question des écoles privées se pose aussi sur, disons, 3 religions principales, puisqu'il y a beaucoup de bouddhistes et de musulmans. Hein. Mais la situation, si vous voulez, de démographie et donc d'obligation de construire des écoles est vraiment extrêmement importante sur l'île de la Réunion. Vous avez des taux de croissance de la population qui sont le double de la métropole. Plus d'autres questions? Oui. Oui, Dupéra de Paris. J'ai été un peu étonné par la manière dont vous avez dit l'épargne brute. Si on a 1, on emprunte 10, et comme ça, tout va bien, on peut emprunter, on peut faire un emprunt, donc investir pour 10. En réalité, dans une entreprise comme dans une école d'ailleurs, on regarde l'EBE d'une manière et puis les investissements, et on regarde sur une longue période ce qui se passe. Parce que 1 sur 10, ça veut dire que vous ne ferez plus rien et vous ne ferez que de rembourser l'emprunt. Alors, bien entendu, tout dépend d'où on part. On a plutôt l'image dans le monde local d'être des rigoristes sur le plan financier, donc je prends aussi beaucoup de précautions parce qu'il m'est arrivé de dissuader des financiers de crier au loup à l'époque où le loup n'était pas présent, parce qu'aujourd'hui on ne les écoute plus, maintenant que évidemment la situation se tend. Lorsque j'utilise cette image, et je vous ai tenu pratiquement le même discours que ce que je tiens à mes élus, parce que comme vous êtes amenés à les rencontrer, j'imagine que si vous m'avez invité, c'est pour que je vous expose la manière dont ils raisonnent ou ils devraient raisonner, pour que lorsque vous avez à débattre avec eux, quand je prends cette image, c'est dans le sens contraire, c'est pour leur expliquer que comme l'épargne est en train de se casser la figure, je crois que vous avez montré sur un graphique que ça faisait 4 ans consécutifs que l'épargne baissait, ben ça veut dire que leur capacité d'investissement baisse. Et je vois parfois des plans d'investissement qui sont anormalement ambitieux par rapport à leur capacité de réalisation. Mon rôle n'est pas de leur dire « vous ne pouvez pas réaliser cette médiathèque ou ce stade », et de leur dire « si vous voulez le réaliser, ben voilà ce qu'il faut faire par ailleurs, sinon vous partez dans le mur ». Donc c'est dans ce sens-là, si vous voulez, que j'utilise cette image. Nous avons terminé Très bien. les questions-réponses. Merci beaucoup, Michel Klopfer, pour ce tour d'horizon très complet, qui, je le précise, sera, comme toutes les autres présentations, en ligne sur le site de la FNOGEC dès demain. Alors, cette intervention ne débordait pas forcément d'optimisme quant à l'avenir des finances publiques et des finances locales en particulier. Mais ce constat, on l'aura compris, n'a pas pour but de miner votre morale. Bien au contraire, il doit avoir pour vertu de vous mobiliser, de vous inviter à gagner encore en efficacité et à faire preuve d'anticipation dans votre gestion. Comment ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir après une courte pause d'un quart d'heure, pas plus. Je vous propose d'ailleurs, dans la mesure du possible, de rester dans la salle pour ceux qui le peuvent, pour que l'on puisse reprendre le fil de notre journée dès 11h05. Juste un petit mot pour vous rappeler que cette journée a été préparée par la commission éco-gestion, que l'on remercie chaleureusement pour sa grande implication. À très vite.